Les frasques de Tom Cruise sont bien connus. Les rôles intenses joués par Russell Crowe sont bien connus. Deux titans d'Hollywood. Une découverte surprenante. S'exprimant enfin contre Tom Cruise, les révélations de Russell Crowe font parler dans le monde entier. Nous faisons enfin l'aveu ouvert que tout le monde attendait aujourd'hui. Si vous aimez Tom Cruise ou Russell Crowe, tapez 1. Si vous voulez en savoir plus sur leur relation, tapez 0. C'est parti. Tom Cruise. Tom Cruise est devenu célèbre dans le monde entier en 1986 lorsqu'il a incarné le pilote intrépide Pete Maverick Mitchell dans Top Gun. Le film a rapporté 357 millions de dollars alors que son budget n'était que de 15 millions de dollars. Les fans ont adoré son attitude calme et confiante. En outre, le film a eu un tel impact que les ventes de lunettes de soleil Ray-Ban ont augmenté de 40% après sa sortie. En 1996, Cruise a commencé la production de Mission Impossible, la série télévisée qui allait définir sa carrière. En plus de 30 ans, il a produit et joué dans 7 des films de la série, qui ont rapporté plus de 3,5 milliards de dollars dans le monde. Cruise a veillé à ce que les films soient truffés de cascades réelles palpitantes plutôt que de s'appuyer uniquement sur des effets informatiques. Sa participation active a permis à la série de rester fraîche et intéressante. Et aucun autre acteur n'a été en mesure de diriger une franchise d'action aussi longtemps qu'il l'a fait. L'engagement de Cruise dans les cascades est bien connu. Dans la première partie de Mission Impossible Dead Reckoning, il a roulé à moto sur une falaise et a fait un base jump dans un ravin. Il lui a fallu 6 mois de préparation et plus de 500 sauts d'entraînement pour se préparer à ce moment unique. Dans Rogue Nation, il a retenu sa respiration sous l'eau pendant 6 minutes, bien plus longtemps que ce que la plupart des gens pourraient imaginer. Dan's Fallout. Il a également effectué un dangereux Halo Jump militaire, c'est-à-dire un saut en parachute, à 25 000 pieds d'altitude. Ses exploits ont marqué sa carrière et témoignent de sa volonté d'offrir des scènes d'action époustouflantes. Cependant, Cruise n'est pas seulement une star de l'action. Dans des rôles dramatiques, il a également montré ses talents d'acteur. Dans Jerry Maguire, il incarne un agent sportif qui tente de trouver un équilibre entre le succès et l'amour. En plus de lui valoir un Golden Globe et une nomination aux Oscars, le film a rapporté 273 millions de dollars au box-office. Dan's A Few Good Men. Il avait déjà affronté Jack Nicholson dans un drame judiciaire, démontrant sa capacité à capter l'attention par des mots et des émotions passionnées. Le triomphe de Cruise ne se limite pas à l'acclamation des critiques. Il a dominé le box-office plus que quiconque. Plus de 30 de ses films ont rapporté plus de 100 millions de dollars chacun, et ses films ont rapporté plus de 12 milliards de dollars dans le monde entier. Des décennies après le début de sa carrière, il continue de battre des records. Russell Crowe. Russell Crowe s'est fait connaître grâce à 2 films australiens très différents qui ont mis en valeur son talent. En 1992, il a joué le rôle de Hondo, une figure néo-nazie menaçante, dans Romper Stomper. Son interprétation était si dramatique qu'on l'a comparé à Malcolm McDowell dans Orange Mécanique. Pour cette performance, il a été largement reconnu et a remporté le prix du meilleur acteur en Australie. 2 ans plus tard, il a surpris tout le monde en jouant le rôle d'un plombier gay au grand cœur. Jeff Mitchell, dans The Sum of Us. Cette interprétation a montré une facette complètement différente de lui, à savoir une facette gentille, sensible et bienveillante. Le film a bien marché en Australie et a été salué pour son histoire. Hollywood s'est senti obligé d'écouter. Une fois à Hollywood, rien ne pouvait arrêter Crowe. Entre 1999 et 2001, il a été nommé 3 fois de suite aux Oscars pour A Beautiful Mind, Gladiator et The Insider. Il a remporté l'Oscar pour Gladiator, dans lequel il incarne Maximus, un guerrier qui se bat pour la justice. Le film a connu un énorme succès, rapportant environ 465 millions de dollars et remportant 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Ensuite, dans Un homme d'exception, il a incarné le mathématicien John Nash, brillant mais troublé. Il a également reçu un Golden Globe et un BAFTA pour ce rôle. Crowe est même entré dans l'histoire en jouant dans 2 films consécutifs ayant remporté le prix du meilleur film, Gladiator et Un homme d'exception. En prenant 45 kilos et en changeant radicalement d'apparence,
Il a montré qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour obtenir un emploi dans The Insider. Mais Crowe est plus qu'un simple acteur. Il a réalisé son premier film, The Water Diviner, en 2014. Il s'agit d'une pièce de théâtre historique très appréciée qui a reçu des éloges en Australie. Crowe est également musicien. Au fil des ans, il s'est produit avec des groupes tels que Trent Odd Foot of Grunts et Indoor Garden Party. En 2024, son groupe, The Gentleman Barbers, a chanté des chansons de Nick Cave et Leonard Cohen lors d'un grand spectacle à Leeds. Crowe a développé un amour pour la musique très tôt dans sa vie. Pour récolter de l'argent, il s'est même produit dans la rue et a sorti un disque intitulé « I Just Wanna Be Like Marlon Brando ». Je veux juste être comme Marlon Brando. Ses racines ont toujours été dans la musique. Tom Cruise et Russell Crowe. Au cours de l'été 1992, Russell Crowe et Tom Cruise se sont rencontrés lors d'un barbecue décontracté à Sydney. L'événement, organisé par Naomi Watts, réunissait des célébrités et des professionnels de l'industrie. À l'époque, Crowe commençait à peine à être reconnu dans le cinéma australien. En revanche, Cruise était déjà une célébrité mondiale, marié à Nicole Kidman et l'un des acteurs les mieux payés au monde. C'est Nicole Kidman qui a présenté le film. Elle avait vu le travail de Crowe dans des films australiens et admirait son génie. Lors du barbecue, elle a invité Cruise à le rencontrer directement. C'était plus qu'une simple présentation, a déclaré Crowe par la suite. Kidman avait déjà fait l'éloge du travail de Cruise et lui avait montré quelques-uns de ses films. De toute évidence, elle pensait que les deux hommes s'entendraient bien, et elle avait raison. Ce qui avait commencé comme une conversation décontractée s'est transformé en un débat approfondi qui a duré des heures. Étonnamment, malgré la célébrité de Crowe, Cruise avait vu ses films, notamment Proof It Spots. Il a posé des questions perspicaces sur le style de jeu de Crowe et sur sa vie dans le cinéma australien. Pour Crowe, ce fut un moment étrange. Alors qu'il parlait de son dernier film, The Water Diviner, Russell Crowe a fait part d'une brève expérience qu'il a eue avec Tom Cruise. Crowe a affirmé que le sujet de la scientologie s'est naturellement développé entre eux. Tout a commencé lorsque Crowe s'est rendu dans un vidéoclub et a remarqué une vente de 2,50 $ sur un film de scientologie. La curiosité et un geste d'amitié à l'égard de Kidman l'ont poussé à aller le voir. Plus tard, lors d'une conversation avec Cruise, Crowe en a parlé. Il a affirmé que, bien qu'il n'ait pas été sûr de la réaction de Cruise, il a été agréablement surpris par la gentillesse et la décontraction de ce dernier tout au long de la séance. La conversation s'est poursuivie pendant un certain temps, mais Crowe a trouvé que les mots de Cruise en guise de conclusion étaient remarquables. « Si c'est important pour toi, mec, tu feras quelque chose », a répondu Cruise, sans essayer de le persuader ou d'avancer une position particulière. Cette phrase a eu un effet profond sur Crowe, qui est reparti avec l'impression que Cruise était un homme vraiment cool et bien équilibré. Lorsque Tom Cruise et Nicole Kidman ont mis fin à leur mariage de 10 ans en 2001, Hollywood a été choqué. Après le divorce, Russell a dû faire un choix difficile. Bien qu'il ait été ami avec les deux pendant près de 10 ans, il a décidé de soutenir Nicole. Russell a même dit à l'équipe de Tom de faire marche arrière lorsqu'elle a essayé de le convaincre de l'éviter. Pour Russell, il ne s'agissait pas seulement de prendre parti. Parce qu'il considérait Nicole comme sa famille, il s'est senti protégé par elle. Cependant, cette décision a provoqué une rupture entre lui et Tom qui ne s'est jamais vraiment refermée. Les choses sont devenues encore plus gênantes lorsque Russell a fait une blague sur le fait qu'il faisait partie de l'arrangement de Nicole après le divorce. Cette plaisanterie n'a pas été bien accueillie, même si elle se voulait drôle et suggérait qu'il avait automatiquement rejoint l'équipe Nicole. Même si Russell a déclaré plus tard que le commentaire avait été fait par amour pour Tom et Nicole, cela n'a fait qu'empirer les choses. Le conflit est réapparu en 2017 lorsque Tom et Russell ont travaillé ensemble sur La Momie. C'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, mais ce n'était pas amical. Une violente bagarre entre leurs personnages se distingue comme l'une de leurs interactions les plus mémorables à l'écran. Le tournage de cette scène a duré 4 jours entiers. Les deux acteurs ont insisté pour réaliser tous les exploits individuellement, même s'ils étaient âgés d'une 50aine d'années. Ils ont complètement détruit le décor en se cognant au mur,
aux tables et aux vitres pendant le combat. L'équipe de tournage craignait d'être blessée. Mais Cruise et Crowe ne voulaient pas lâcher prise. Horse camera. La tension était évidente. Il semble que Crowe ait été incapable de supporter Cruise tout au long du tournage. Et leur hostilité a été exacerbée par de vieux griefs. Le plateau s'est divisé. Certains soutenaient Cruise, qui avait une vision distincte du film, tandis que d'autres étaient d'accord avec Crowe, qui préférait une approche plus traditionnelle, axée sur les personnages. Leurs différentes façons de faire se sont toujours opposées. Crowe se concentrait sur la profondeur et l'intrigue, tandis que Cruise privilégiait l'action rapide. Les membres de l'équipe ont commencé à enregistrer leurs disputes parce que les altercations sont devenues si fréquentes. L'un des principaux facteurs contributifs était le contrôle total de Cruise sur la production. Grâce à son contrat, il a pu superviser le montage, approuver les scénarios et apporter des changements importants. Il a même demandé à ses propres scénaristes de modifier le film pour qu'il soit plus centré sur son rôle. Le projet lui a également rappelé des souvenirs. Travailler avec Cruise a nécessité de revisiter une partie du long passé de Kidman et de Crowe. Crowe a reconnu la complexité de la situation lors d'interviews, en déclarant « Toute relation qui se termine comme ça, c'est lourd. Mec. » Cela a dû être difficile pour tous les deux. Leur relation est l'une des plus singulières d'Hollywood. Elle a commencé par de l'adoration, a traversé des moments difficiles après le divorce de Cruise, et s'est terminée par un partenariat coopératif. Mais tout au long de sa carrière, Tom Cruise a rencontré d'autres circonstances particulières, des circonstances étranges. En 2005, une dispute largement médiatisée entre Brooke Shields et Tom Cruise a suscité de nombreuses conversations sur la dépression postpartum. Tout a commencé lorsque Brooke Shields a publié sa biographie, Down Came the Rain. Elle y décrit les difficultés qu'elle a rencontrées après avoir donné naissance à sa fille Rowan. Madame Shields, qui souffrait de dépression postpartum, a expliqué comment le Paxil l'avait aidé à se sentir mieux. Tom Cruise n'était pas d'accord avec son choix. Il a participé à l'émission Today Show avec Matt Lauer et a affirmé que l'utilisation d'antidépresseurs par Shields était inconsidérée. Il a dit qu'il ne fonctionnait pas et a suggéré des vitamines et de l'exercice à la place. Il a même ridiculisé la carrière de Madame Shields en demandant « Où est passée sa carrière? » Cela en a blessé plus d'un, en particulier les femmes qui avaient connu des difficultés similaires. Madame Shields a pris soin de répondre aux commentaires de M. Cruise. Dans un article audacieux du New York Times, elle a déclaré que M. Cruise devrait se concentrer sur la protection de la Terre contre les envahisseurs extraterrestres et laisser les femmes souffrant de dépression postpartum faire leur choix. Elle a également souligné une chose évidente. Il est probable que M. Cruise n'ait jamais souffert de dépression postpartum. Même si sa réponse était tranchante, elle montrait également à quel point cette question était importante pour de nombreuses personnes. Un an plus tard, un événement inattendu s'est produit. Chez Madame Shields, Cruise s'est personnellement excusé. Bien qu'il se soit excusé pour ses commentaires blessants, son point de vue sur les antidépresseurs n'a pas changé. Shields a accepté ses excuses et, peu après, elle a été invitée au mariage italien de Cruise et de Katie Holmes. Il était difficile pour Thandie Newton de travailler avec Tom Cruise sur Mission Impossible 2. Dans une interview en 2020, elle a parlé d'un tournage de nuit en Espagne en 2000 qui a tourné au cauchemar. Ce qui avait commencé comme une simple situation sur un balcon a rapidement échappé à tout contrôle. La séquence était déjà difficile à filmer. Alors que les personnages de Newton et Cruise devaient se battre, le réalisateur, John Woo, ne parlait pas anglais sur le plateau. Les acteurs se sont donc retrouvés sans soutien, et le stress n'a cessé d'augmenter. La performance de Newton pendant la séquence n'a pas été du goût de Cruise. Au lieu de régler le problème à l'amiable, il a suggéré qu'ils alternent. Newton jouerait sa partie et lui la sienne. Il espérait que cela aiderait, mais la situation de Newton s'est aggravée. Elle était effrayée et mal à l'aise, comme si elle faisait tout de travers. Newton se souvient d'avoir vu quelque chose d'étrange chez Cruise cette nuit-là. Au début du tournage, il y avait une petite marque rouge sur son nez. À la fin de la nuit, elle s'était transformée en un énorme point blanc. Elle l'a perçu comme un symbole de son propre stress croissant au cours de la nuit. Une fois le film terminé, Newton s'est senti très mal.
Elle a parlé à un autre réalisateur, Jonathan Demme, et s'est réprimandée pour la situation. Lorsque Cruise l'a appelé plus tard, elle a espéré qu'il s'excuserait. Au lieu de cela, il lui a dit qu'ils allaient jouer la scène. Elle s'est comportée comme une chienne alpha tout au long du nouveau tournage, ce qui était exactement ce qu'il voulait. Elle ne croyait pas, cependant, que c'était de la meilleure façon d'amener quelqu'un à jouer brillamment. Mickey Rourke a fait les gros titres en juillet 2022 lorsqu'il a participé à l'émission Piers Morgan Uncensored. Au cours de l'interview, il a choqué Hollywood en critiquant Tom Cruise. À ce moment-là, Cruise célébrait Top Gun, un tournant majeur dans sa carrière. Maverick vient de dépasser le $1 milliard au box-office. Mais Rourke considérait Cruise comme un bon à rien et ignorait ses réalisations, les qualifiant d'insignifiantes. Selon lui, les 35 ans de carrière de Cruise manquent de profondeur et de valeur artistique. Pour Rourke, être un grand acteur ne consiste pas à faire des films qui rapportent de l'argent. Il s'agit de prendre des risques et de s'adapter à chaque rôle. Par ailleurs, lors d'une interview au Today Show le 24 juin 2005, Tom Cruise et Matt Lauer se sont violemment disputés. Une conversation légère sur le film de Cruise, La guerre des mondes, a rapidement dégénéré. Cruise était contrarié que Brooke Shields ait évoqué la prise d'antidépresseurs après avoir donné naissance à un enfant. Cruise, scientologue, estime que la psychiatrie est une pseudoscience et que les antidépresseurs sont des traitements inefficaces. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de déséquilibre chimique. Lorsque Lauer a tenté d'interroger Cruise, ce dernier s'est montré de plus en plus hostile, accusant Lauer d'être mal informé et qualifiant les opinions de Shields de nuisibles. L'une des interviews télévisées les plus médiatisées a été le résultat de cette intense dispute. Brooke Shields a ensuite défendu ses décisions et s'est opposé aux opinions de Mme Cruise dans un essai publié dans le New York Times. L'événement est devenu un exemple typique du conflit entre l'appartenance de Cruise à la scientologie et l'idéologie dominante. La vie personnelle de Cruise et son impact. Leah Remini, une ancienne scientologue dévouée, a depuis révélé des détails concernant Cruise. Lorsque la crise du COVID-19 de Cruise contre la mission du plateau Impossible 7 est devenue virale en 2020, Remini a prétendu qu'il s'agissait d'un gadget publicitaire. Elle a affirmé que les scientologues ne croient pas vraiment à l'épidémie, car ils la considèrent comme un moyen de susciter des sentiments. Elle a également fait part d'incidents concernant le comportement de Cruise, dont un où il aurait perdu son sang-froid parce que son personnel n'avait pas les ingrédients nécessaires pour préparer des biscuits. 5 employés auraient démissionné et une autre panne se serait produite suite au comportement de Cruise lors de l'expédition Impossible 7. Selon Remini, Cruise a été influencé par David Miscavige, le leader de la Scientology, et s'est transformé en ce qu'elle appelle un despote autoritaire. En outre, elle a suggéré que les explosions publiques de Cruise sont orchestrées pour cacher un côté plus sombre de lui-même et le dépeindre comme un héros. John Travolta et Tom Cruise sont tous deux des scientologues bien connus, mais leur relation est également tendue. Ils se seraient battus pendant des années pour devenir la plus grande célébrité de l'Église sous la direction de David Miscavige. Les choses ont atteint un point de rupture en 2008, lorsque Cruise a reçu la médaille de la liberté et du courage, la plus haute distinction de la scientologie. Travolta était furieux car on lui disait toujours qu'il était le membre le plus dévoué. Il a même manqué le mariage de Cruise et Katie Holmes, qui était un événement majeur dans leur quartier. Les initiés affirment que Cruise, qui reçoit des cadeaux et a un accès direct à Miscavige, bénéficie d'avantages que Travolta n'a pas. Ce dernier aurait été tellement contrarié par ce cadeau qu'il aurait écrit une lettre pour demander des explications. Même si les dirigeants de la scientologie ont démenti ces affirmations, il est difficile d'ignorer la rivalité entre les deux parties. En outre, des détails choquants sur la vie personnelle de Tom Cruise sont révélés. Vie personnelle. Lorsque Tom Cruise a demandé le divorce en février 2001, déclarant qu'il ne parvenait pas à s'entendre, Nicole Kidman a été choquée. Elle ne s'y attendait pas et fut donc désemparée. Parallèlement, sa carrière d'actrice est florissante. 2 ans plus tard, elle remporte un Oscar pour son interprétation dans The Hours. Mais au lieu d'être heureuse, elle est accablée par le chagrin, sa vie personnelle étant en ruine.
L'événement lui semble inutile. Le soir où elle a reçu son Oscar, on a pu constater à quel point elle était malheureuse. Elle s'est rendue au gala de Vanity Fair avec le prix que tout le monde veut gagner. Mais elle n'a pas pu faire la fête. Elle est partie tôt. Elle est rentrée à l'hôtel et s'est assise par terre avec sa famille pendant qu'ils mangeaient des plats à emporter. Dans ce moment de calme, elle a réalisé ce qu'elle voulait vraiment. « Je dois trouver l'amour », a-t-elle pensé. « J'ai besoin d'amour dans ma vie. » Le divorce ne se résume pas à la séparation de deux personnes. Il y avait d'autres défis à relever. La religion scientologique de Cruise a joué un rôle important. Des rapports indiquent qu'après la séparation, l'Église a qualifié Kidman d'individu suppressif. Elle et Cruise ont eu 2 enfants adoptés, mais il était plus difficile pour elle de garder un lien étroit avec eux. L'affaire s'est envenimée en 2005 lors d'une interview télévisée. Lorsqu'un journaliste a demandé à Cruise si Kidman était l'amour de sa vie, Cruise s'est énervé. « Vous allez trop loin maintenant », a-t-il averti. « Répétez votre étiquette. » Malgré toute cette douleur, Kidman et Cruise ont fini par s'entendre. Kidman est tombée amoureuse du chanteur de musique country Keith Urban. Lorsqu'il lui a offert des gardénias pour son anniversaire, 6 mois seulement après le début de leur relation. Elle a su qu'il était le bon. Ils se sont mariés en Australie en 2006. Cruise a également épousé Katie Holmes, mais leur union n'a pas abouti. En 2012, le mariage de Tom Cruise et de Katie Holmes s'est brusquement arrêté. Lorsque leur divorce a été prononcé en 2 semaines, Hollywood a été pris de court. Les divorces très médiatisés qui comportent d'importants biens immobiliers et financiers peuvent prendre des mois, voire des années, avant d'être finalisés. Mais celui-ci était différent. Katie avait tout préparé avec le plus grand soin. Elle a même utilisé des téléphones jetables pour communiquer secrètement avec des avocats, afin de rendre son divorce aussi simple que possible. Il était clair qu'elle était vraiment douée dans ce qu'elle faisait. Katie a fait quelques choix financiers étranges. Elle n'a pas demandé d'aide à son conjoint, contrairement à ce que beaucoup croyaient. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur leur fille, Suri. Tom a accepté de verser 400 000 $ de pension alimentaire chaque année jusqu'à ce que Suri atteigne l'âge de 18 ans. En outre, il a pris en charge l'ensemble des frais de scolarité et des frais médicaux de Suri. Un fonds fiduciaire a également été créé pour Suri. Elle aura accès à une partie de ce fonds lorsqu'elle aura 18 ans, mais la plus grande partie sera bloquée jusqu'à ce qu'elle atteigne la trentaine. Katie a également conservé leur maison de Beverly Hills, d'une valeur de 35 millions de dollars, ainsi que sa collection de diamants de grande valeur. Elle a emporté beaucoup de choses avec elle, même sans l'aide de son conjoint. La plus grande surprise, cependant, a été l'accord sur la garde des enfants. Katie a obtenu la garde complète de Suri. C'est inhabituel dans les divorces de célébrités, où la garde conjointe est généralement la norme. Elle a obtenu le contrôle qu'elle souhaitait sur la vie quotidienne de Suri, y compris sur les décisions concernant sa foi et sa scolarité. Tom n'est autorisé qu'à venir. Katie a demandé le divorce à New York, car les tribunaux de cet État sont plus enclins à accorder la garde complète à l'un des parents. C'était une décision intelligente qui a bien fonctionné pour elle. Le divorce de Nazanin Boniadi et de l'Église de Scientologie. Vers la fin de l'année 2004, la vie de Nazanin Boniadi a pris un tournant étrange et troublant. L'Église de Scientologie a qualifié de projet spécial la mission secrète pour laquelle elle avait été sélectionnée. En début, elle n'était pas sûre de savoir de quoi il s'agissait. Ils l'ont obligée à changer son apparence. On l'a obligée à enlever son appareil dentaire, à lisser ses cheveux et même à rompre ses relations avec son partenaire de longue date. Elle a rapidement appris la vérité. Elle a été choisie pour être la petite amie de Tom Cruise. En début, cela aurait pu ressembler à un rêve, mais cela s'est rapidement transformé en cauchemar. Après son transfert à New York, Boniadi a été étroitement surveillée. Elle n'a jamais été laissée seule avec Cruise et a toujours été entourée par le personnel de la Scientologie. Même son apparence n'est pas suffisamment attrayante pour Cruise. Il lui a suggéré de limer ses dents pour qu'elles paraissent plus belles. Il lui fallait des heures chaque jour pour chasser de son esprit toute pensée défavorable à son égard. Sa vie était trop entre ses mains. Elle n'avait pas le droit à l'erreur. En utilisant l'expression insultante « très bien fait », elle a parlé une fois à Cruise comme s'il était inférieur à elle.
En conséquence, elle a été soumise à des séances d'audit épuisantes et sévères. Pour ne rien arranger, elle a également commis une petite gaffe sociale devant David Miscavige, le chef de la scientologie. En janvier 2005, la relation a pris fin de manière inattendue. Boniadi a raconté son expérience à une amie, se sentant confuse et le cœur brisé. Au lieu de recevoir de l'aide, elle a subi de lourdes conséquences. Elle a dû creuser des fossés, récurer des toilettes avec une brosse à dents et nettoyer des carreaux avec de l'acide tarde dans la nuit. On l'a traitée de méchante personne. On lui a crié dessus et on l'a obligée à vendre de la littérature scientologique dans la rue. C'était cruel et humiliant. Cette rencontre a changé le cours de la vie de Boniadi. En quittant la scientologie, elle s'est finalement séparée de l'Église et de ses activités. Des années plus tard, elle a raconté son histoire au FBI, révélant toute l'étendue de l'impact de l'Église sur sa vie et sa relation avec Tom Cruise. Que pensez-vous des révélations de M. Crowe?